Le cheval plaît beaucoup, C'est un vecteur de communication extraordinaire. Avant d'être un cavalier, c'était important d'être un horseman. Always put the horse before the personal ambitions. Vraiment un cheval incroyable. Voilà quelqu'un qui est champion olympique et qui n'est pas ordinaire. Se remettre en question et peut se servir des défaites pour être meilleur après. Ce feeling, je l'ai eu directement avec Caleb. On fait du haut niveau, il y a le côté financier, c'est comme ça. Aller en compétition parce qu'il est bon, pas parce qu'il paye une table. Moi, je veux pas courir mes chevaux pour l'argent. If you can do it in a way that doesn't take too much out of your horses. Quand on voit l'évolution en 10 ans de temps, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans ? Pouvoir motiver les jeunes à aller au bout de leurs rêves. Forme de très très bons compétiteurs. Je ne vais pas dire que ça forme des hommes de chevaux. Pour moi, les bons moments, ils sont à venir. Aujourd'hui, réussir sa vie, c'est avoir la vie que l'on souhaite. Dans cet épisode, on vous emmène dans un endroit un peu particulier, un endroit que l'on explore trop peu souvent et qui pourtant peut tout changer. L'intérieur de la tête d'un cavalier de haut niveau. Notre invité aujourd'hui, il est bien possible que vous connaissiez son nom. C'est David Corona, ancien membre du GIGN, négociateur de crise, auteur, formateur, coach mental. Il a vécu des situations extrêmes dans lesquelles chaque mot, chaque geste, chaque respiration compte. Et aujourd'hui, il met cette expérience au service des sportifs, et notamment des cavaliers. Ceux pour qui l'enjeu est double, voire triple, parce qu'ils pratiquent un sport individuel à deux. Avec un cheval, avec une équipe, avec parfois tout un monde sur les épaules. Ceux pour qui le mental est à la fois un levier de performance, une boussole et de temps en temps un piège. Dans cet épisode passionnant et incroyablement riche et technique, David nous partage ses outils, ses constats, ses réflexions, mais aussi son admiration pour ces sportifs si particuliers. On parle d'émotion, de peur, de résilience, de confiance. On parle aussi de gymnastique mentale, de profilage, de bien-être animal, de cap émotionnel et même de négociation avec un cheval. Après Jean-Pierre Tiffon et Maxime Châtaignier, cet épisode vient, à sa manière, compléter notre réflexion sur la préparation mentale. Alors, je vous préviens, il y a fort à parier que vous sortirez de cette écoute avec l'envie de mieux vous connaître et peut-être même de penser votre préparation mentale autrement. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I'm Equestrian, le podcast. Bonjour David Corona. Bonjour. Merci beaucoup. Ça fait très longtemps qu'on a envie de vous recevoir sur ce podcast. On adore parler de mental. On a reçu déjà 2 coachs mentaux sur ce podcast et ça a toujours été ultra pertinent. D'autant plus que je ne pense pas que vous vous rappeliez de ça, mais il y a quelques années, on avait fait une séance ensemble, enfin il y a un long moment. C'est possible. Chez Michel Robert à l'époque. Moi, j'ai personnellement été suivie après par des coachs. C'est quelque chose qui me passionne assez. Mais bref, l'idée, c'est surtout de parler de vous. Et après, on a plein de questions à vous poser. Je vais juste vous introduire rapidement. Pour nos auditeurs, je pense que votre nom parle quand même. Vous avez passé 12 ans au sein du GIGN et vous êtes spécialisé dans la négociation de crise. Vous avez été amené à intervenir dans des situations de terrorisme, de prise d'otages, dans des hauts niveaux d'intervention. Et puis, vous avez, suite à cette expérience professionnelle, cofondé la société Incognita en 2020 avec une associée, avec votre femme aussi, je crois, qui travaille avec vous. Et aujourd'hui, vous intervenez comme coach ou formateur auprès de sportifs, notamment, et dans l'équitation. C'est aussi pour ça que l'on se rencontre aujourd'hui. Vous avez un parcours assez atypique et on a envie que vous nous l'expliquiez, que vous nous parliez un tout petit peu de vous avant de parler de mental. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel a été votre parcours et puis comment est-ce qu'on intègre le GIGN, comment on reste 12 ans au sein du GIGN ? Alors, comment on rentre au GIGN ? Déjà, il faut avoir envie d'y rentrer. Ensuite, il faut être gendarme, il faut avoir 24 ans minimum. Il y a quelques prérequis pour réussir à intégrer cette unité. Le plus dur, c'est d'y rentrer. Après, y être, bien sûr, ça fait partie du quotidien des métiers un peu à risque ou extrêmes. Mais il faut avoir une bonne condition physique, mais surtout, il faut avoir un gros mental. Parce qu'en fait, les premières semaines ou les premiers mois de tests ou de formation servent à écluser ou trier ou en tout cas dégoûter les gens qui n'ont pas suffisamment
de câblage mental pour arriver à encaisser ce que leur corps va devoir subir. Et c'est là où, quelques années plus tard, j'ai rapidement et assez simplement fait un pont avec la préparation mentale dans le sport et aujourd'hui avec des dirigeants d'entreprise dans tous les domaines de l'entrepreneuriat. Quand est-ce que vous êtes rentré au contact des sports équestres ? Est-ce que vous avez déjà monté à cheval ? Est-ce que vous avez déjà travaillé avec le cheval ? Ou est-ce que ça a été un peu de manière fortuite parce que vous avez travaillé dans le sport, parce que vous avez été recommandé par X ou Y athlète que vous êtes arrivé chez nous, entre guillemets ? Ouais, alors je n'ai à la base aucune appétence et aucune connaissance du cheval. Je suis vraiment nul à cheval. Je crois qu'à l'heure où on se parle, j'ai dû mettre mes fesses 3 fois sur une selle. Une première très mauvaise expérience dans un poney club basique où je me souviens, la monitrice me dit si tu veux que le cheval avance, il faut lui mettre des grands coups de talon dans les flancs. Et donc je suis descendu du cheval et j'ai dit c'est sûrement votre sport, mais moi je ne vais pas taper un animal qui n'a pas envie d'avancer. Donc première expérience un peu froide et un peu compliquée. Ensuite, je suis allé dans un autre club où j'ai réussi à faire une balade plutôt cool en connexion et en collaboration avec l'animal en forêt. Et quelques années plus tard, le premier cavalier avec qui j'ai bossé, c'est Philippe Rosier, qui m'a fait découvrir ce monde et l'intégralité de tous les cavaliers avec qui j'ai travaillé quasiment. J'ai fait la connaissance de la laiterie de Montaigu et je travaille aujourd'hui régulièrement avec la laiterie de Montaigu. Incognita, notre entreprise, travaille notamment à des séminaires et team building avec le cheval, avec Benjamin Ayot, qui fait du cheval en liberté. Et donc, aux côtés de Benjamin et de Caroline Di Stefano, j'ai découvert le cheval personnellement sous un autre angle que j'apprécie. On ne peut pas avoir meilleur formateur que eux, que Benjamin, que Caroline, pour comprendre le cheval et pour comprendre à quel point le contact du cheval est incroyable. Ah oui, c'est le cas. J'ai découvert la connexion animale à un autre niveau. Alors moi, je suis très bon dans la connexion humaine, dans la lecture humaine, dans le profilage, la prédiction comportementale. Et effectivement, je suis rentré dans la préparation mentale avec les sports équestres et notamment le saut d'obstacle. Et du coup, comprendre l'animal, ses dynamiques, son état d'esprit aussi, ça a été un passage important pour arriver à faire performer ces cavaliers, ces cavalières. Alors, on est passé très rapidement sur votre parcours, mais pour le coup, toutes les deux, on avait déjà écouté, et moi j'ai réécouté hier dans la nuit, après qu'on a confirmé ce rendez-vous, l'épisode que vous avez fait avec Mathieu Stéphanie dans Génération Do It Yourself, où là, pour le coup, on comprend vraiment mieux tous les bouts de trajectoire que vous avez eus, qui vous ont mené à être là où vous êtes aujourd'hui. Donc j'invite nos auditeurs à l'écouter, peut-être si ça les intéresse, parce que c'est absolument passionnant. Et dans cet épisode... donc vous parlez beaucoup de négociation, vous parlez de toutes vos expériences en tant que négociateur pour le GIGN. Et moi, en le réécoutant hier soir, je me suis demandé si négocier avec un humain, c'était comme négocier avec un cheval. Vous disiez dans cet épisode qu'il fallait déjà savoir à qui on avait affaire, profiler, justement, essayer de trouver la structure de personnalité de notre interlocuteur. À cheval, on fait la même chose, sauf que le cheval ne trahit jamais. À l'inverse de l'humain qui peut essayer de cacher ses émotions, cacher ses idées, cacher ses pensées, le cheval ne fait jamais ça. Est-ce que vous avez, trouvé des analogies et à l'inverse des grandes différences entre la conversation et l'échange qu'on peut avoir dans un espoir de collaboration avec un humain et dans un espoir de collaboration, notamment sportive, avec un cheval ? Ouais. J'ai trouvé beaucoup de similitudes avec la vision que j'ai moi de la négociation dans le cheval, dans le monde équestre. D'ailleurs, je suis arrivé sur le monde de la négociation, de la formation et du conseil en négociation avec un positionnement complètement à l'inverse de mes concurrents qui vendent potentiellement des process, des méthodes, de la froideur émotionnelle, du contrôle. Moi, j'arrive pas du tout avec cette vision-là. Je prône plutôt... le contact, la prise directe avec l'être humain en face, la transparence et la connexion. Et c'est ce qui se passe avec le cheval. Je pense que les gens qui sont bons négociateurs ou bons communicants avec les êtres humains ne sont pas forcément bons avec les chevaux. Mais par contre, ceux qui sont bons avec les chevaux le sont forcément avec les êtres humains. Ils vont réussir à passer des barrières ou traverser des masques ou des filtres qui sont mis en place bien plus facilement pour aller se brancher à la personne intime et pas à la personne sociale. Et effectivement, c'est ce que je fais en préparation mentale avec l'être humain, mais du coup, l'être humain avec le cheval, c'est de se dire on va te nettoyer ou on va enlever tout ce qui freine ou tout ce qui cache
pour te reconnecter à toi-même, te mettre dans un bien-être, une confiance en toi et potentiellement retrouver la performance. Je me demandais, David, alors c'est un tout petit peu décousu, on va faire des allers-retours, mais nous c'est un peu comme ça qu'on aime bien mener nos interviews. Qu'est-ce que vous avez pensé des sports équestres la première fois que vous êtes arrivé sur une compétition internationale comme celle-ci ? J'ai trouvé qu'il y avait un contexte très pressurisant et très impressionnant. Il y avait un antagonisme entre l'argent qu'il y a dans ce sport, les sponsors, le faste des compétitions, le protocole avec énormément de gens autour des paddocks, énormément de gens sur la piste dans des espaces restreints, et finalement l'imprévisibilité et le côté très terrien de la discipline avec je suis avec un animal dont je ne peux pas prédire les comportements. Je vais devoir réussir soit à absorber ses émotions, soit à accepter de négocier avec les miennes pour arriver à livrer une prestation qui est à la hauteur de ce que j'exige envers moi-même et l'animal, et qui potentiellement me permettra d'accéder à un barrage ou à un titre ou autre chose. Et en fait, c'est un sport que je trouve assez artistique dans le sens où on peut difficilement prédire quelque chose, et d'une prestation à l'autre, c'est très décousu. Vous prenez un coureur de sprint, d'une prestation à l'autre, il peut y avoir 2 centièmes, 10 centièmes, sur les coups de moins, les jours de moins de bonne forme, 5 dixièmes. Mais dans une série assez faste, c'est plutôt contrôlable et prédictible. Alors qu'à cheval, sur une journée avec plusieurs chevaux, plusieurs épreuves, ou sur un concours ou d'un concours à l'autre, c'est absolument aléatoire. Et donc je trouve ça assez beau de devoir arriver à jongler avec ça, et en même temps voir qu'il y a certains cavaliers ou cavalières qui arrivent, malgré la différence de chevaux, la différence de concours ou de place, ou outdoor, indoor, il y a du vent, il y a des drapeaux, il y a du monde, il y a de l'éclairage, arriver à garder une forme de linéarité parce qu'il y a de l'alignement à l'intérieur et du travail en amont. Est-ce que quand vous êtes arrivé ici, vous vous êtes dit que les sports équestres étaient peut-être un peu en retard ou pas, hein, c'est une vraie question sur la préparation mentale. Nous, quand on a fait ce podcast, on a interviewé Philippe au début, c'était dans les premiers épisodes, qui nous avait dit, je me rappelle, moi j'ai pas honte de dire que j'ai travaillé avec un préparateur mental pour les Jeux Olympiques de Rio. Mais il l'a quand même mentionné en disant, moi j'ai pas honte de le dire. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui travaillaient avec des préparateurs mentaux qu'on ne le pense, mais ils le disaient pas forcément parce que c'était un peu un signe de faiblesse. Aujourd'hui ça se démocratise, mais pas encore totalement. Et je rebondis sur ce que Martine Fuchs nous a dit hier en interview. C'était assez intéressant, c'est assez rare qu'on nous dise ça. On nous a dit c'est un sport où il faut beaucoup de courage. C'est vrai, mais on le formalise pas forcément. Est-ce que vous pensez que c'était complètement dingue que dans ce sport-là, les cavaliers ne soient pas mieux préparés mentalement, ou ça vous a pas forcément interpellé ? Il y a une ligne un peu médiane à trouver entre soit j'ai besoin d'énormément de soutien, et plus j'ai de soutien et moins je suis fort, moins je suis dur, moins je suis courageux, moins je suis aguerri, et je n'ai jamais aucun support, et donc j'ai la capacité à gérer le stress et les problématiques si je suis toujours là, mais le jour où ça commence à dérailler ou à coincer, je n'ai aucune ressource pour arriver à rebondir ou retrouver le chemin de la performance ou de l'excellence. Et donc c'est dans la vie de tous les jours comme dans ce sport-là, trouver quelle est la ligne médiane, qu'est-ce que je suis capable de faire et quelles ressources je trouve quand je suis plus capable de faire ce que je savais faire avant. Et donc dans ce sport comme dans un autre, c'est pas encore assez utilisé, démocratisé. Je pense que dans le monde sportif aujourd'hui de haut niveau, il y a eu des progrès, des recherches qui ont été faites dans tous les domaines quasiment. La nutrition, le sommeil, l'entraînement, la technique, le matériel, tout a été exploré jusqu'au bout, même si on arrive encore à trouver quelques iota de progression, mais le champ le moins exploité c'est le mental, alors que le mental à mon sens c'est celui qui tient tout. Si vous arrivez à dormir, c'est que vous êtes sereine. Si vous arrivez à performer en plus, c'est que vous gérez vos émotions. Si au bout de 10 ans vous êtes toujours à haut niveau dans le sport, c'est que vous avez la motivation qui est toujours au rendez-vous, et que vous avez suffisamment de confiance et d'estime de vous. Et donc ce truc là qui tient tout
est tellement évident qu'on en vient souvent à ne pas se poser la question de savoir s'il est solide ou pas. Et en fait, c'est quand tout déraille qu'on se rend compte que c'est à cet endroit-là, la genèse de tout ce qui est essentiel, qu'on a du travail à faire. Et effectivement, il faut du courage dans ce sport parce qu'il y a 2 catégories de sports, à mon sens, sur cette planète. Il y a les sports qui engagent votre intégrité physique et ceux pour lesquels ce n'est pas le cas. Au tennis, au golf ou dans d'autres sports, sans idée de dénigrer ou autre, ce qui peut se passer de pire, c'est se tordre une cheville, se faire une déchirure musculaire ou un problème osseux. On est là dans un sport avec la boxe, le MMA, le rugby, où on peut finir dans un fauteuil roulant, voire pire. Et donc, là, les gens qui voient ça à la télé se disent les chevaux, ils sautent bien, c'est simple, mais il faut marcher une piste en 160 pour se rendre compte à quel point c'est haut de partir à pleine vitesse avec un animal qui fait 700 kg et le faire 13 fois sur une piste restreinte. Et donc oui, il faut du courage déjà pour s'engager sur ces épreuves-là et il faut du courage pour arriver à remettre son cœur à l'ouvrage. Parce que, je vous donne un tout petit exemple. La première fois que j'ai commencé à travailler avec des cavaliers, j'avais une question dans ce qu'on appelle l'anamnèse, c'est-à-dire l'établissement du profil et la détermination des problématiques. J'avais une question qui était au second degré. Je demandais toujours aux sportifs, qu'est-ce que tu retiens de tes dernières vacances ? En fait, c'est pas les vacances qui m'intéressent, c'est qu'est-ce qui est retenu dans l'information que je sélectionne. Et en fait, les cavaliers réfléchissaient longtemps à cette question. Et au début, je me disais, mais ils ont tellement de bons moments qu'ils ne se souviennent pas. Et en fait, non, ils ne se souvenaient pas de quand était la dernière fois qu'ils avaient eu des vacances, en fait. Et en rentrant dans l'équitation, je me suis rendu compte que c'était des journées de 6, 8, 10, 12 heures, plus les déplacements, plus les concours tous les week-ends, les chevaux qui partent en avance. Et en fait, cette vie, elle est courageuse en piste, mais elle est courageuse en back-office, en fait. Hier, alors on fait toujours des allers-retours entre les épisodes que l'on a parce que aussi ça nourrit la réflexion bien sûr et alors les auditeurs n'auront peut-être pas encore entendu l'épisode avec Martine Fuchs parce que je ne sais pas à quel moment il sera diffusé mais hier on demandait à Martine, alors Martine nous disait en fait qu'il avait eu dans sa vie un moment difficile parce que pendant quelques concours il n'avait pas performé. Et moi, en le regardant, alors évidemment, nous, on sourit parce que nous, on est cavalières, amateurs aussi. Et moi, j'avais envie de dire à Martine, mais en fait, tu as vécu ce que nous, on vit tout le reste de l'année. Un amateur, il ne performe pas, à part quelques-uns et qui sont super équipés, très performants, etc. Mais je veux dire, la majorité, 95% des gens qui font de la compétition à cheval, ils ne sont pas au classement tous les week-ends, encore moins en victoire, etc. Et on lutte beaucoup mentalement pour garder la motivation, pour garder la raison de faire ce sport, pour se rappeler pourquoi on continue de se lever à 6h le matin, d'aller prendre la pluie, alors qu'en fait on fait 4 points, 8 points, 12 points tous les week-ends, que parfois on est éliminé, qu'on ne comprend pas. Est-ce que vous avez l'impression que les grands champions, ils sont nés avec quelque chose que les autres n'ont pas? Est-ce que vous avez l'impression que nous, les amateurs, on n'a pas ce mental inné d'un Martine Fuchs et que, lui, quand il ne performe pas, c'est incroyable pour lui, alors que nous, quelque part, on est vraiment habitués à ça? C'est pas une question d'amateur ou de professionnel, c'est une question de câblage et de mindset, d'éducation et de façon de gérer les choses. Dans tous les sports, il y a énormément de travail, un peu de talent et un tout petit peu de chance. Et ça, à l'échelle de l'amateur, de l'amatrice ou de la professionnelle, c'est la même chose. Mais oui, il y a un marqueur différenciant à haut niveau. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite sur des athlètes qui fait la différence entre les gens qui sont très bons dans leur sport et les gens qui deviennent des champions et des championnes de leur sport. En fait, les gens qui sont très bons sont en simple boucle de rétroaction, c'est-à-dire que quand je rate quelque chose ou quand il y a quelque chose qui se passe mal, mon premier réflexe c'est de trouver à l'extérieur de moi une raison, une excuse sur laquelle je vais pouvoir reposer la responsabilité de l'échec sur un facteur que je maîtrise, voire même que je ne maîtrise pas. Genre, il y avait trop de soleil ou il pleuvait trop, bref. Et en fait, les gens qui sont des champions dans leur discipline et qui arrivent à passer ce plafond de verre sont des gens qui ne font pas preuve d'indulgence envers eux-mêmes et qui en même temps sont résilients et qui sont en double boucle. Donc systématiquement, ils vont se demander à l'issue d'une épreuve ou d'un concours qu'est-ce qui a merdé, qu'est-ce que je n'ai pas bien fait, qu'est-ce que je peux changer. Et une fois qu'ils ont commencé à faire le tri à l'intérieur d'eux, ils partent en boucle externe en se disant parmi les facteurs que je peux maîtriser à l'extérieur de moi, lesquels est-ce que j'ai envie de bouger ou je suis en capacité de bouger humainement, financièrement, chronologiquement et ainsi de suite. Et en fait,
ce truc-là, je crois qu'on l'a souvent assez petite ou petit, mais on peut faire des rencontres et commencer à se rendre compte qu'il y a des compétences qu'on n'a pas acquises, des croyances qui sont remises en question, des valeurs qui sont acquises, qui vont permettre petit à petit de se diriger vers ce monde-là de la performance et de l'excellence. Et il n'est jamais trop tard pour rencontrer ce chemin-là. Pareil, je vais reciter encore l'épisode de Martin Fuchs parce que hier c'était vraiment très intéressant et il nous a dit aussi autre chose, c'est que lui, donc il est né dans une famille de cavaliers, la famille Fuchs, et voilà, il n'a jamais douté. En tout cas, Martin, c'est quelqu'un, il nous a dit lui-même, j'ai vraiment beaucoup de confiance. Moi, on m'a toujours inculqué le fait que je ferais les Jeux Olympiques à un moment donné dans ma vie. Et c'est un grand champion. Et à contrario, on a aussi rencontré Nicolas Touzin, où on connaît par exemple un Kevin Stott, qui sont des gens qui sont pleins de doutes. Nicolas Touzin nous a dit, moi je doute tout le temps, je me remets tout le temps en question. Et pourtant, c'est aussi des grands champions. Qu'est-ce qu'on y voit là-dedans ? Est-ce qu'il faut avoir une full confiance pour être un des meilleurs dans son sport ? Est-ce que le doute dessert ? Est-ce qu'il sert aussi ? Comment est-ce qu'on analyse ça ? Non, il faut surtout... Alors, j'ai bossé avec énormément de profils différents et des profils où on pourrait se dire mais ce profil-là ne peut pas aller vers la performance ou ce profil-là ne peut être que dans la performance. Et en fait, ce que j'ai appris de ces 12 années au GIGN et de ces centaines, ces milliers de sportifs accompagnés, de dirigeants accompagnés, c'est que les humains qui nous entourent sont profondément différents de nous. Et qu'en fait, le secret, à mon sens, dans ce que vous dites, c'est de trouver son propre chemin et sa propre voie. Parce que, par exemple, il y a des athlètes qui ont besoin d'être en position de challenger sous pression extrême pour se révéler. Et il y a des gens que ça décompose complètement, qui ont besoin d'une sécurité, d'être dans une bulle et d'être dans de la douceur quasiment pour arriver à performer dans un état de flow. Il y a des gens qui ont besoin de virer l'anxiété, il y a des gens qui ont besoin d'être collés au mur ou d'être collés au plafond juste avant une épreuve. Et en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais profil. Par contre, il faut connaître son propre profil, ses dynamiques de performance, ses dynamiques de contre-performance, et d'arriver à jongler et créer un univers intérieur qui va permettre d'avancer dans un univers extérieur compliqué. Et en fait, je ne vais pas citer de nom là, mais dans le milieu du cheval, j'ai eu beaucoup de profils de cavalières et de cavaliers différents qui sont au même niveau. Et si je vous décrivais chaque profil, chaque problématique, vous me diriez, mais c'est dingue, ils sont complètement différents. Et pour autant, ils sont sur la même épreuve et en piste avec les mêmes performances. Est-ce qu'on retrouve des patterns de genre ? Est-ce qu'il y a chez les femmes, et ça c'est... Donc Martine, encore une fois, pardon, je le cite, mais en plus c'est très frais dans notre esprit parce que c'était hier. Martine, donc, qui coach beaucoup aussi et qui prend du plaisir, disait que dans son rôle de coach, la première chose sur laquelle il travaillait, c'était la confiance, notamment avec les femmes. Alors il l'a dit comme ça au détour de la conversation, mais ça pose question parce qu'on peut se demander, est-ce que les femmes ont davantage besoin de renforcement et d'un soutien, de confiance extérieure ? Est-ce qu'elles ont plus de mal à venir le construire, le solidifier avec elles-mêmes en fait ? En fait, ce que j'ai découvert à travers le travail dans le monde du saut d'obstacles, le monde équestre plus largement, c'est que vous soyez un homme, une femme, professionnel, amateur, et même plus largement dans plein de sports collectifs, il n'y a que 5 choses à travailler pour être à 100% de votre potentiel. La première, c'est la base saine et solide, c'est le nettoyage mental, la gestion de vos traumatismes antérieurs, toutes les mauvaises expériences qui vous polluent, qui sont des pierres dans votre sac à dos émotionnel, psychologique, personnel avec lequel vous vous baladez toute la journée et vous rentrez en piste. Ça, il faut trier, nettoyer, enlever, alléger. Une fois qu'on a fait ce travail-là, il n'y a que 4 choses à bosser. Il y a la motivation, qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin et qu'est-ce qui vous fait avancer dans cette vie. Et à cheval, c'est encore plus important. La deuxième chose, c'est la concentration. Comment est-ce que vous arrivez à rester focus sur 60-70 secondes et qu'est-ce qui vous sort de votre concentration et combien de temps vous mettez à y retourner. Ça, c'est hyper primordial. La troisième chose, c'est comment vous managez vos émotions, le stress, la peur, mais à cheval, la joie. Le problème de la joie avec la déconcentration à cheval, c'est des erreurs typiques de faire tomber systématiquement la dernière barre pour des cavaliers ou des cavalières. C'est... ouf, j'ai réussi à être sans faute jusque-là, j'ai déjà la coupe sur la cheminée et boum, la 12e ou la 13e tombe. Ça, c'est assez typique de ce sport.
mais au golf c'est le cas La aussi, peur de ou en gagner. tennis un petit peu. On appelle ça comme ça, nous, dans le... Ouais, alors il y en a pour qui c'est la peur de gagner et il y en a pour qui c'est vraiment je viens d'être sous pression pendant 11 bars et je viens de lâcher pendant un dixième de seconde la concentration, elle me fait tomber la 12e. Et là on crée un pattern et une expérience fondatrice et correctrice, parfois dans le mauvais sens, qui commence à s'installer, qui crée un ancrage et qu'il faut absolument gicler. Et la dernière chose, c'est la confiance et l'estime de soi. Alors la confiance et l'estime de soi, c'est pas ce qu'il y a de plus central, mais c'est ce qui peut potentiellement créer des interactions avec d'autres piliers. Si j'ai pas confiance en moi, je trouve pas de motivation. Si j'ai pas confiance en moi, je suis déconcentré. Mais ça marche aussi les interconnexions entre ces 4 piliers que je viens de vous décrire. Et l'estime de soi, c'est une estimation comme son nom l'indique, quelle valeur je me donne à moi dans ce monde. Et c'est pas forcément une question de sexe, mais oui, effectivement, chez les femmes, c'est un sujet, mais dans la société et pas seulement dans le cheval. Et la confiance, c'est quelle valeur je donne à mes capacités, à ce que je suis capable de faire. Tout ça, mis en perspective du jugement et du regard des autres, ça donne un espèce de combo qui fait que vous arrivez à vous donner suffisamment de valeur dans votre identité intime pour arriver à faire des choses que vous pensez être capable de faire. Et du coup, si on remet en parallèle avec toutes les études qui montrent que les femmes, dont le travail des femmes est moins valorisé, etc., on comprend tout de suite qu'on valorise moins nos compétences, nos aptitudes et nos capacités. Ouais, mais là, quand j'ai des filles qui me disent ça, je leur dis, mais qu'est-ce qui fait que tu laisses encore la télécommande de tes émotions à la société ou aux autres ? Qu'est-ce qui fait que tu as accepté encore d'externaliser ce truc-là ? Alors que concrètement, tu es la seule à pouvoir dire que c'est OK, quand bien même les gens te renverraient autre chose, parce que quand tu vas rentrer en piste et que la cloche va sonner, il y a un juge de paix qui va être le chrono et le temps, et personne dans les tribunes ou dans ton histoire ou dans ton environnement ne pourra faire un truc que tu n'auras pas décidé de faire en piste. Et donc il faut restaurer de la responsabilité et du pouvoir dans le fait d'être aligné avec ses émotions et le fait d'avoir de la confiance restaurée. Et ça ne peut pas venir de l'extérieur. C'est comme la motivation, c'est très intrinsèque. Donc on peut faire du travail, on peut travailler sur les croyances, les valeurs, sur l'histoire de vie, on peut venir nettoyer des traumatismes. Mais à un moment donné, il va falloir que quelque chose émerge de l'intérieur pour avoir les bénéfices aussi de pouvoir restaurer soi-même et avoir le pouvoir de sa trajectoire, que ce soit en piste ou dans la vie. David, est-ce qu'on peut parler de la peur ? Ça, c'est un sujet alors que je transpose très facilement à mon propre cas, mais je ne vais pas parler de moi. J'ai un autre exemple qui, je pense, est assez pertinent. On travaille avec une cavalière de saut d'obstacle. Quand on l'a rencontrée, elle sautait les épreuves du 2 étoiles, 1m40, avec beaucoup d'appréhension. Elle pouvait faire beaucoup de volts. J'en déduis quand même qu'il y avait une certaine peur. Aujourd'hui, elle saute pratiquement les plus gros grands prix du monde. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de dealer cette peur ? Est-ce qu'elle disparaît ? Ou est-ce qu'on arrive à la dompter ? Oui, on collabore et on coexiste avec ces peurs. D'ailleurs, c'est le principe des TCC. C'est un courant thérapeutique qui a tendance à prôner l'exposition. Par exemple, vous avez peur des araignées, une phobie des araignées, on va vous montrer des images d'araignées en papier, et puis après on va vous mettre une araignée dans un bocal à 1 mètre, et puis après on va vous la mettre vivante à distance, et puis après on va vous la faire toucher. Et en fait, il y a un biais cognitif mais qui est reconnu dans la psychologie sociale, c'est le biais d'exposition. Plus on s'expose à quelque chose, plus on s'y habitue, plus on l'accepte. Et donc c'est pour ça que la répétition à la maison ou la répétition en concours va faire qu'à un moment donné, on va dompter certaines choses, on va arriver à accepter et à collaborer avec des choses. Pour autant, il peut y avoir des peurs bloquantes, paniques ou dont on n'a plus l'origine. Et là, il faut d'abord aller, à mon sens, chercher le nettoyage et la gestion des traumatismes avec des protocoles divers et variés pour s'assurer qu'il n'y a pas un truc qu'on n'a pas vu et qui est problématique dans la matrice. Et une fois qu'on sait qu'il n'y a rien qui traîne, il faut s'exposer et s'apercevoir qu'on est capable d'augmenter la prise de risque de manière sécurité, quoi.
Ça me fait aussi penser, on parle souvent de sécurité avec les cavaliers de concours complets qui font du cross. Je me rappelle plus qui nous avait dit que, c'était peut-être Gwendolen Fer qui nous avait dit, moi la peur me fait rester raisonnable et me fait rester en sécurité. Et Nicolas Touzin hier nous a dit, le jour où j'aurai peur, j'arrêterai. Donc en fait c'est pareil, on en revient un peu à ce que vous disiez tout à l'heure, ces différentes matrices de personnes j'imagine, mais on a vraiment tous des façons différentes d'appréhender cette peur. Oui, si je fais un parallèle avec mes années au GIGN, au GIGN ou dans les forces spéciales, il n'y a pas de foufous qui sont en recherche d'adrénaline parce que ceux-là, ils vont se mettre en danger et mettre en danger les autres. Donc on ne va pas recruter des gens qui sont en recherche de sensations. Par contre, on va chercher des gens qui sont en capacité d'accepter un niveau d'adrénaline ou de risque tout en le vulgarisant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le banaliser, mais il faut le vulgariser. Au GIGN, pendant votre carrière, vous faites tout en conditions réelles. On tire à balles réelles à l'entraînement, on s'entraîne à 25 mètres de hauteur sans assurance, on fait des entraînements véhicules à vitesse réelle. Et en fait, ça permet de vulgariser, d'habituer le cerveau à un niveau de vitesse, à un niveau de risque, à un niveau sonore, à un niveau de violence ou d'impact, qui fait que ça permet d'évoluer dans des environnements qui peuvent paraître extrêmes depuis l'extérieur, mais qui sont une normalité depuis l'intérieur. Tout en gardant un garde-fou, une limite qui fait que on essaye de rester en vie et de préserver son intégrité physique. Alors le GIGN, c'est un exemple un peu à part. On peut se permettre d'y perdre des vies. D'ailleurs, il y a eu 10 morts à l'entraînement pour 1 ou 2 morts en mission en 50 ans. C'est-à-dire que les risques pris à l'entraînement sont bien plus importants que ceux encourus en mission. Mais c'est ce qui permet l'excellence et la performance dans des moments où on ne peut plus se permettre de douter et d'avoir peur. Donc ma réponse, c'est plutôt en mi-chemin entre ces deux profils-là, arriver à vulgariser une forme de peur tout en gardant un garde-fou final pour ne pas faire n'importe quoi. Quand vous intervenez avec des cavaliers, vous êtes partie intégrante de leur système. Ce qu'on appelle un système, ça va vraiment être tout ce qui va graviter autour de leur performance, tout l'entourage, toutes les personnes, toutes les parties prenantes à leur vie de compétiteur. Et vous allez forcément collaborer avec l'entraîneur technique. Donc il va y avoir vous en tant que coach mental et il va y avoir l'entraîneur technique. Est-ce que vous avez aussi un rôle, un devoir, une action de formation auprès de cet entraîneur et je pense, on a, je pense, tous fait l'expérience d'entraîneurs, je vais dire des coachs parce que nous on les appelle comme ça, mais d'entraîneurs techniques qui avaient en tout cas qui n'avaient pas du tout fait le travail de profilage, qui avaient des réponses dans la façon de coacher hyper inadapté avec certains profils de cavaliers qui pouvaient même, au lieu d'apaiser certaines tensions, de soulager certaines peurs, certaines appréhensions, venir les renforcer, créer des blocages plutôt que les aider. Est-ce que vous, dans votre expérience, dans votre quotidien, vous intervenez aussi, vous êtes aussi là pour essayer d'accompagner le cavalier, mais aussi d'accompagner tout son entourage pour faire ce travail de profilage pour lequel le commun des coachs et des sélectionneurs n'est pas du tout formé et qui pourtant est indispensable pour savoir comment encadrer un sportif? Alors, c'est pas mon job au départ. Au départ, je suis là pour accompagner un cavalier ou une cavalière. Mais rapidement, je me retrouve en position de coordination des acteurs. C'est-à-dire qu'il y a les propriétaires, les sponsors, la famille. Des fois, les parents sont très impliqués. La fédération, le coach. Il peut y avoir tout un tas de parties prenantes et d'acteurs à prendre en considération, à profiler, à voir quelles sont les interactions systémiques et les dynamiques relationnelles qui potentiellement apaisent certains problèmes, génèrent, voire créent ou amplifient ou aggravent certains problèmes. Et quand les coachs ou la famille ou l'entourage sont OK et plutôt en volonté d'apprendre ou de contribuer au système central, alors effectivement, je donne des clés de déchiffrage, je donne des clés de profilage, j'explique des dynamiques systémiques qui sont problématiques pour arriver à les annuler ou les inverser. Et oui, je me retrouve régulièrement à travailler avec tout le système, mais à mon sens, c'est le job en fait. C'est pas un truc en plus, c'est le truc nécessaire pour arriver à faire le job final. Maintenant, il y a des coachs qui sont ouverts à ça.
qui sont très en volonté d'apprentissage. Il y a des coachs qui sont assez fermés à ça et qui sont eux en insécurité par rapport à leur méthode pédagogique ou leur envie de leur confiance en eux mais non, en fait je ne vais pas me remettre en question, c'est moi qui ai la vérité. Et ça, quand les gens n'ont pas envie de bouger, que ce soit les cavaliers ou leur entourage, on ne peut pas les faire bouger contre leur volonté. Maintenant, il y a énormément de coachs qui ont de très bonnes intuitions et d'instincts et qui fonctionnent très très bien. Ils ne sont pas en capacité d'expliquer comment ils font bien les trucs, mais qu'ils les font bien. Et puis, pour les cavaliers et les cavalières, il y a aussi une nécessité à se positionner dans un état d'apprentissage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à des générations qui voudraient avoir une parole, qui voudraient être écoutées et qui ont du mal à rentrer dans l'apprentissage basique, c'est-à-dire je pose mes acquis, je pose mon orgueil, je pose tous mes freins de côté pour être vraiment dans la volonté de capter tout ce que j'ai à capter de cette personne sur 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et ensuite, je vais l'intégrer dans mon système et ça ne me fera pas perdre qui je suis ou mes capacités. Et c'est vrai que parfois, on a des freins à l'apprentissage avec les générations qui arrivent parce qu'il faut arriver à passer cette barrière de je n'arrive pas à me mettre dans une position coach apprenant. Ça, c'est assez récent, ça a 2, 3, 4 ans. Ça arrive avec la Gen Z. Mais c'est une difficulté comme une autre qui se contourne et qui s'appréhende sans problème dans le coaching. J'imagine que depuis que vous êtes dans les sports équestres, maintenant vous connaissez un peu, ou alors peut-être vous avez analysé certains des cavaliers de haut niveau de ce sport. Nous, évidemment, il y a un cavalier dont on parle beaucoup parce que ça fait partie des grands champions de notre génération, c'est Steve Gerda. Mais je veux aussi faire le parallèle avec un Kevin Stott. Steve Gerda, quand il a la médaille d'argent à Paris cette année, médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Paris, après avoir été déjà champion olympique précédemment, fait une faute au barrage. Il l'a dit dans un article pour Grand Prix, juste après, il a dit « Voilà encore une barre qui va m'empêcher de dormir pendant 4 ans ». Un parallèle avec un Kevin Stott qui, on le sait, est un pilier de l'équipe de France, mais qui est quand même connu pour se flageller beaucoup mentalement, et je pense que c'est quelque chose qui le fait peut-être même avancer. Comment est-ce qu'on gère ces grands champions qui ratent une échéance aussi importante? Quel est le process pour les accompagner après ça et pour les faire retrouver ou passer à autre chose quelque part et retrouver le chemin de la performance? Bon, je rebondis sur ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de bon ou de mauvais profil. Il y a des gens qui vont être dans une flagellation permanente et qui vont très bien fonctionner. Il y a des gens qui vont être dans une remise en question, une exigence permanente et un haut niveau de volonté d'être systématiquement au sonnet et qui fonctionnent bien. En fait, les 2 marqueurs que je regarde, c'est quel est le niveau de performance. Enfin, il y en a 3 précisément, mais le 3e, il est accessoire dans le haut niveau. Quel est le niveau de performance moyen? Quelle est la longévité dans le sport? Et le 3e, c'est est-ce que la personne, elle ressent ce qu'elle a envie ou besoin de ressentir? Il y a des gens qui ont besoin d'être dans le fun, d'être dans la joie. Il y a des gens qui ont besoin d'être dans le dur, d'être dans le dépassement d'eux, d'être dans la problématique, dans la complexité. Il y a des gens, s'ils n'ont pas de problème, ils s'en créent en fait. Et ils ont besoin de perdre un cheval, d'aller chercher une performance, parce qu'il y a toujours besoin de ce challenge pour être nourri. Et en fait, il faut essayer, moi je dis toujours, je vais venir essayer de surtout ne pas toucher ce qui marche, quand bien même on se dirait, ah ben tiens, ça c'est pas bien depuis ma carte du monde de mon fonctionnement, mais qui je suis moi pour venir dire que ça va pas, alors que ça fonctionne très bien chez toi depuis des années. Par contre, je vais venir essayer de bouger des petites choses, voire des grosses, qui vont débloquer des systèmes ou qui vont permettre de retrouver des choses qui étaient perdues. Et moi, je les connais pas personnellement, intimement, ces 2 cavaliers-là. Je les connais de ce qu'on en dit et de ce que j'ai observé sur les terrains de concours et dans les paddocks. Donc je les connais un petit peu de les avoir profilés. En fait, dans leur profil, ils sont différents, mais dans leur profil, ils sont performants. Et en fait, moi, un Steve Gerda qui dit « elle va m'empêcher de dormir pendant 4 ans », j'entends ce qu'il dit, il va y penser régulièrement, mais ça va être un moteur de surperformance, un moteur d'exigence, un moteur
de chercher le détail qui va changer tout à la fin. Et en fait, effectivement, je ne vois pas ça comme un problème. C'est de la non-indulgence envers soi-même dans le haut niveau, et ça, c'est plutôt le bon chemin. Et je trouve ça plutôt intéressant. Et en même temps, quand je vois un Kevin Stott qui est tout le temps dans l'humilité, la remise en question, et qui va chercher à systématiquement traverser des difficultés, faut avoir de la force, du courage et de la solidité pour arriver à faire ça. Et les deux sont au même niveau. Donc, l'un système n'est pas forcément meilleur qu'un autre. Il y a des sports dans lesquels la compétition n'est pas toujours liée à un besoin de compétition, en tout cas à l'expression d'une compétitivité, d'une envie de gagner. Et ça, c'est une question que je me suis posée à moi-même beaucoup récemment, mais je vais vous la poser parce que du coup, vous allez peut-être avoir un élément de réponse. Je me suis dit, la dernière fois, je voulais écrire pour notre newsletter, on cherche toujours un sujet, et je voulais dire, en fait... je ne suis pas du tout compétitive. Et c'est drôle de se dire ça, c'est un peu le constat que j'ai fait après 20 ans à faire de la compétition presque tous les week-ends. J'adore ça, enfin on vit pour ça, et pourtant j'ai pas du tout de compétitivité en moi. Quand je suis en piste, en fait, je ne me dis jamais que je peux faire sans faute, je ne me dis jamais que je ne peux gagner, et je ne cherche même jamais réellement à gagner. Même quand il y a eu des périodes, je pense, où j'avais peut-être des chevaux un peu plus adaptés, et c'était pas vraiment moi. Et j'ai l'impression qu'on est nombreux aussi, dans ce sport en tout cas, mais dans d'autres. Par exemple, on fait nous beaucoup d'outdoor avec notre agence de communication dans le trail. Il y a des centaines de coureurs, des milliers de coureurs qui viennent pour eux-mêmes, mais pas du tout dans une recherche de performance. Et je me demande... pourtant, j'ai la motivation, par exemple, on parlait de motivation, de me lever, de mettre le pantalon blanc, d'aller sous la pluie, d'aller faire du concours, et pas vraiment l'envie de gagner. Je me demande si vous avez une explication à ça. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de sportifs dans leur sport qui ont très envie de se confronter à la compétition et qui le font, mais qui n'ont pour autant pas vraiment l'esprit de compétition? En fait, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. On peut classer les sports dans deux catégories. Très premier degré, il y a des sports où on se bat contre les autres, il y a des sports où on se bat contre soi-même. Là, par exemple, on se bat contre soi-même pour faire un sans faute, mais le golf, c'est pareil. Il y a des sports où on pourrait se dire c'est un peu middle. Par exemple, je suis au tennis, je me bats contre l'autre, mais en même temps, je me bats contre moi-même avec mes émotions, avec ma gestion du stress. Donc, à un second degré un peu plus dans la granularité, on se bat toujours un petit peu avec soi-même pour arriver à faire ça. Mais très premier degré, j'ai un adversaire qui est identifié, qui n'est pas moi, et j'ai un adversaire qui est identifié et qui est moi-même. Donc là déjà, il y a deux catégories de sport où on est très dans l'extraversion, et dans l'agressivité, dans la compétitivité. Et puis il y a des sports où on est dans l'introversion avec une recherche de perfection ou d'exécution du geste. Et on peut très bien être dans des sports où on se bat contre soi-même sans être dans la compétitivité extrême. C'est-à-dire, ça dépend comment on la définit. Il y a des gens qui vont vouloir absolument gagner, faire une performance et faire mieux que les autres, alors qu'il y a des gens qui vont vouloir être dans la perfection de l'exécution du parcours parfait, être dans la connexion avec l'animal, être dans la beauté du geste du parcours bien fait. Et en fait, on peut très bien ne pas être dans une compétitivité avec les autres, mais être dans une volonté de bien-être, de sentiment de devoir accompli, ou de vécu d'expérience de joie ou de plénitude ou de connexion avec l'animal, tout en étant en piste avec des gens qui, eux, sont en agressivité et en compétition avec les autres. Et en fait, ces profils-là se côtoient, ne poursuivent pas le même but, mais pour autant, la personne qui est pas en agressivité ou en compétitivité avec les autres peut avoir un bien meilleur résultat à la fin, en voulant simplement faire une chose bien exécutée dans de bonnes conditions. Et en fait, le résultat n'est pas inhérent à la manière dont vous avez envie de le réaliser. J'ai peut-être une dernière question, David. Est-ce que vous pensez que le mental peut pallier à le manque de compétences techniques dans ce sport et dans d'autres? Alors, il le fait tout le temps. Parce que on voit des athlètes dans toutes les disciplines, mais dans le cheval encore plus, qui sortent par leur réactivité, par leur intuition, par leur volonté de demander un effort supplémentaire à l'animal,
à des choses qui n'auraient pas pu être faites parce que le trou, le manque technique est là. Mais pour autant, ça ne permet pas de tout faire. Avoir un gros mental ne permet pas de pallier à du travail, à de l'organisation, de la rigueur, de la construction de l'animal de manière intelligente au fil des concours, au fil des saisons. Et en fait, c'est un tampon qui va vous permettre de vous sauver à certains moments donnés ou de vous faire avoir des fulgurances dans des états de flow qui vous permettent de faire la performance, mais ne pourront pas pallier à un manque de travail, ça c'est certain. J'ai une des dernières questions, je suis désolée, on a tellement, enfin moi ça m'inspire beaucoup, mais comment est-ce que vous analysez, ce sport est tellement particulier parce qu'on est avec un animal, comment est-ce que vous analysez cette connexion qu'on fait avec le cheval qui est absolument indispensable quand on fait ce niveau-là en tout cas? La relation elle est jamais parfaite avec l'animal. C'est une relation de couple, donc si vous êtes en couple, vous savez que quoi qu'il arrive, même si vous aimez très très fort votre chéri I ou IE, il y a des moments où ça se passe pas bien, il y a des moments où ça démarre mal, il y a des moments où ça finit mal, il y a des moments où ça se passe mal. Et en fait, l'idée c'est quand même, à mon sens, d'avoir une balance équilibrée entre le plaisir que j'éprouve à être en piste et à faire mon travail avec l'animal tous les jours, comparé au niveau de performance et de résultats que je voulais en faisant ça, si c'est un moteur. Et en fait, à un moment donné, il faut avoir la capacité aussi, l'honnêteté et le courage de mettre fin à certaines relations ou de continuer à avancer dans des relations compliquées parce que ça a du sens. Et je trouve que ça rajoute de la complexité dans ce sport, mais en même temps, c'est ça qui le rend très beau. C'est le seul sport olympique, mixte, sans catégorie d'âge ni de poids, où on peut voir quelqu'un de 20 ans face à quelqu'un de 60 ans sur une même épreuve. Et c'est ça qui le rend très beau à voir et à être immergé dans ce milieu-là, quoi. Et alors une dernière question, mais on va vous demander d'y réfléchir. Est-ce que vous pourriez nous envoyer une liste de ressources, de livres pour toutes les personnes, et je suis sûre qu'elles vont être extrêmement nombreuses, moi la première, Léa la première aussi, j'en suis certaine, qui ont envie de creuser le sujet, de s'informer, d'essayer de s'immerger, de plonger encore un peu plus dans l'enjeu, enfin dans le jeu du mental. Est-ce que vous pourriez nous envoyer une liste de ressources assez primordiales à explorer? Oui, j'ai un tas d'ouvrages à vous conseiller. J'en suis sûre. Merci beaucoup David. Avec plaisir.